Bien, il est temps de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maryse Labriet, je suis la coordinatrice des séminaires en ligne sur l'énergie durable pour l'Institut de la francophonie, de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD. Donc, le séminaire d'aujourd'hui est organisé par l'IFDD et le Programme mondial de l'électricité durable, le GICEP. Il porte sur la mobilité électrique, un sujet qui est au cœur des activités du GICEP et au cœur des préoccupations de nombreux pays de la francophonie et d'autres pays. Nous allons en rediscuter. Donc, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations logistiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà, donc le séminaire est diffusé avec traduction simultanée en français et en anglais. Donc il vous suffit de sélectionner le canal correspondant à la langue de votre choix et vous pourrez alors écouter toutes les interventions dans cette langue sans avoir besoin de changer par la suite. Si vous souhaitez suivre les diapositives en anglais, vous pouvez les télécharger également à partir du lien qui vous sera fourni dans la zone de clavardage dans quelques instants. Donc, pour améliorer la qualité de la diffusion, nous vous recommandons de fermer toutes les applications non utilisées sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Si vous perdez le son ou la connexion, nous vous recommandons de quitter le séminaire et de vous reconnecter. Pour poser des questions, écrivez vos questions dans l'onglet de clavardage, le chat, autrement dit, à n'importe quel moment du séminaire. Nous y répondrons à la fin du séminaire ou après le séminaire si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions en direct. Le séminaire est enregistré. L'enregistrement audiovisuel et les diapositives en français et en anglais seront disponibles en ligne dans quelques jours sur le site de l'IFDD et le site du GICEP. Ces séminaires sont publics, accessibles gratuitement et en tout temps, donc n'hésitez surtout pas à les partager avec vos collègues. Prochaine diapo. Donc aujourd'hui, nous écouterons quelques mots d'introduction de la part des représentants de l'IFDD, du GICEP et de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc. Puis nous écouterons les interventions des experts invités et nous tiendrons la période de discussion et discussion avec tous. Le séminaire se terminera par une enquête d'opinion. Prochaine diapo. Donc, Monsieur Dabo, vous êtes spécialiste de programme à l'IFDD. Je vous invite à nous dire quelques mots d'introduction. Merci Maryse. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous francophone de l'énergie durable de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui, comme vous le savez, est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce seul séminaire en ligne se tient en partenariat avec le Partenariat mondial de l'électricité durable, le GICEP en anglais, et l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc. Il me plaît particulièrement de saluer la présence aujourd'hui de directeurs de ces deux institutions, traduisant ainsi la belle collaboration qu'elles entretiennent avec l'IFDD. L'IFDD a pour mission de favoriser la mise en œuvre et l'opérationnalisation du développement durable dans les pays membres de la francophonie. Et les séminaires en ligne sur l'énergie durable, les CEL comme on les appelle, complètent la palette d'outils et d'activités de l'IFDD destinées à renforcer la gestion et la diffusion des connaissances sur l'énergie durable auprès des acteurs de l'espace francophone. À date, nous avons près de 40 séminaires en ligne sur l'énergie durable qui ont été organisés. Des CEL sont également disponibles sur l'économie circulaire et sur l'environnement. Le CEL d'aujourd'hui porte sur la mobilité électrique, en particulier la faisabilité des projets de transport électrique en milieu urbain, dont l'importance n'est plus à démontrer dans un contexte de développement durable et de transition énergétique. Je voudrais ainsi remercier nos conférenciers du jour, M. Ali Elamine Feshtali, de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du Maroc, Naïm Farouki et Luis Calçado, du Partenariat mondial de l'électricité durable, sans oublier, bien sûr, Mme Maryse Labriet, modératrice de nos CEL, ainsi que l'équipe de soutien de l'IFDD et du GICEP. Sur ces mots, je tiens à vous remercier, vous qui avez choisi aujourd'hui encore de mettre un peu de sel dans vos connaissances sur l'énergie durable. Je vous souhaite un très bon séminaire en ligne. Merci. Je vous remercie, Ibrahima. Donc, je me tourne maintenant vers le directeur général du GICEP. Monsieur Duval, vous avez la parole.
Et bonjour à vous et merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc, il me fait plaisir d'être ici parmi vous pour cette session portant sur un sujet d'une importance capitale quand on pense à la lutte au changement climatique, donc l'électrification des transports. Donc, mon nom est Vincent-Michel Duval, je suis le directeur général du Partenariat mondial pour l'électricité durable, qu'on appelle aussi plus communément le GCEP. Donc, le Partenariat pour l'électricité mondiale pour l'électricité durable, c'est une alliance de PDG des plus grandes compagnies d'électricité du monde. Nos actions concrètes au GCEP font la promotion d'une production d'électricité propre, renouvelable, de l'efficacité énergétique et de l'électrification comme moyen pour atteindre les différents objectifs mondiaux en termes de développement et de climat. En d'autres mots, la lutte au changement climatique et la décarbonation de nos économies passe nécessairement par une plus grande part d'électrification. Pour les PDG du PMED, du Partenariat mondial pour l'électricité durable, nos objectifs doivent être une électrification bénéfique pour tous. Nos efforts doivent faciliter une électrification permettant une forte croissance économique, mais aussi d'un fort progrès social, afin qu'en bout de ligne, aucun membre de la société ne soit laissé pour compte. Pour ce faire, nous ne pouvons travailler seuls. Il faut briser les silos, il faut favoriser les partenariats et la collaboration afin qu'ensemble, nous puissions atteindre les objectifs de GES que nous sommes fixés pour 2030-2050. Et pour atteindre ces objectifs, et c'est le cœur de la présentation aujourd'hui, le secteur des transports est de la plus haute importance. Après tout, c'est l'une des plus grandes sources d'émissions de gaz à effet de serre sur la planète, sans compter l'impact sur la santé des populations que ce secteur engendre. On peut penser ici aux particules fines et autres polluants que le secteur des transports émet dans nos villes, dans notre environnement. Mais c'est surtout un domaine où nous avons, dès maintenant, les technologies nécessaires pour permettre une transition vers un avenir du transport plus propre et moins coûteux. À mon nom personnel et celui du PMN, merci pour votre intérêt pour cette session et j'espère qu'elle saura vous inspirer à vous lancer dans ce beau vecteur de la transition énergétique. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer les prochaines fois en mode non virtuel. Merci beaucoup, Monsieur Duval. Donc, pour terminer ce tour de table introductif, il me fait plaisir d'inviter le directeur coopération et partenariat de l'ONE du Maroc à partager quelques mots à son tour. Donc, Monsieur Lakhtari, c'est à vous. Bonjour, un grand plaisir d'être avec vous dans ce webinaire d'une grande importance. Je ne vais pas être long, très rapidement, juste vous dire que l'ONE est membre du GCEP depuis peu et nous avons l'honneur de présider le GCEP pour le mandat actuel. Et, le GCEP, comme l'a rappelé M. Duval, est une alliance qui s'engage à mener la transformation de l'industrie mondiale de l'électricité et la transition énergétique par l'accès à une électricité à faible émission carbone, fiable et abordable, et de substitution des énergies fossiles à l'électricité bas ou zéro carbone. Nous, en tant que président de ce mandat-là, et c'est une présidence historique parce que c'est la première fois où un membre africain et du monde arabe prend la présidence de cette prestigieuse alliance, nous nous sommes fixés comme objectif d'abord d'œuvrer non seulement pour contribuer à faire avancer la mission du GCEP, mais également à porter la voix de l'Afrique. Et c'est dans ce sens-là que ce thème d'une extrême importance pour l'Afrique est abordé. Il est abordé parce que, comme on va le voir, donc l'Afrique n'a pas encore démarré réellement le travail sur les véhicules électriques, mais on en est conscient et les présentations vont le montrer. Comme l'a bien précisé M. Duval également, c'est que les émissions à partir du transport sont une source importante de CO2 en plus des nuisances sonores. Alors, le réchauffement climatique est une réalité. Le secteur du transport représente une cause importante de cette réalité. Et les voitures électriques ont un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique. Je pense que ça va être démontré à travers les présentations qu'on va avoir aujourd'hui
et je vous souhaite une très bonne continuation pour ces présentations. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Lakhtari. Prochaine diapo. Donc voilà, la table est dressée avec ces introductions que nous venons d'écouter. Donc la mobilité durable est au cœur du développement des villes et la mobilité électrique est de plus en plus explorée dans les plans d'action nationaux sur le climat, entre autres. Cela dit, avant de se lancer dans la massification des transports électriques, la réalisation d'études de faisabilité approfondies et la mise en œuvre de projets pilotes bien définis sont certainement nécessaires. Et on va en rediscuter aujourd'hui, justement. Donc, quels aspects réglementaires et financiers doivent être pris en compte dans un plan national de mobilité électrique? Quel est le rôle d'une agence telle que l'ONE au Maroc dans la mobilité électrique? Quelles sont les conditions de réussite d'un projet d'autobus électrique? Quelles sont les leçons dégagées de l'expérience du GICEP et de ses partenaires au Pérou? Ce sont quelques-unes des questions que nous aborderons dans les interventions de ce jour. Donc, pour y répondre, justement, nous écouterons 3 experts directement impliqués dans les travaux du GICEP. Tout d'abord, M. Ali El-Amin Feshtali est chef de la division marketing à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable au Maroc. Il est actuellement en charge des projets de mobilité électrique. Il a travaillé en planification des systèmes électriques et plus largement en maîtrise de la demande et efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, Ali nous présentera les travaux mis en œuvre au Maroc pour élaborer un plan national de mobilité électrique. Puis nous écouterons M. Naïm Farouki, qui travaille comme expert en transport pour le Partenariat mondial pour l'électricité durable. Donc son expertise est large, elle va de l'analyse de faisabilité technologique au développement de projets en passant par la décarbonisation. Il a travaillé sur des projets au Canada, aux États-Unis, au Pérou, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc aujourd'hui, Naïm nous présentera les aspects à prendre en compte pour réussir des projets pilotes de mobilité électrique. Et finalement, M. Luis Casado est le coordinateur principal de projet pour le GICEP. Spécialisé dans le secteur de l'électricité, il a mis en œuvre des projets pilotes d'énergie renouvelable dans diverses régions du monde. Et aujourd'hui, Luis nous montrera comment les recommandations de Naïm, justement, se sont traduites bien concrètement dans un projet de bus électrique à Lima, au Pérou. Ali, je vous donne la parole pour nous présenter les travaux actuels qui se réalisent au Maroc. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vous remercie de nous avoir donné, de nous donner l'occasion de vous faire part de notre vision et de notre projet qui consiste à réaliser une étude pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan directeur national pour le développement de la mobilité électrique au Maroc. Suivant. S'il vous plaît. Donc, tout d'abord, je voudrais rappeler un petit peu le contexte. C'est un contexte qui n'est pas propre au Maroc, donc c'est un contexte qui concerne tous les pays. Donc, la mobilité, elle est toujours confrontée à la nécessité de satisfaire tout d'abord des objectifs environnementaux, des objectifs d'efficacité énergétique, et également des objectifs de réduction de la dépendance énergétique. Nous avons partout dans tous les pays le secteur de transport qui représente un poids très important, aussi bien dans la consommation de l'énergie et également dans les émissions polluantes. Et c'est dans ce cadre que le Maroc ambitionne de s'orienter vers une mobilité électrique plus respectueuse de l'environnement et comme étant une alternative efficace et durable. Suivant, s'il vous plaît. Donc, le Maroc a déjà démontré son engagement en faveur de la mobilité électrique à travers un certain nombre d'initiatives. Donc, il y a des initiatives concernant les infrastructures de bornes de recharge. Nous comptons aujourd'hui à peu près plus d'une centaine de bornes de recharge de tout type. Elles sont implantées essentiellement tout au long de l'axe autoroutier de Tanger-Agadir. Nous avons aussi quelques initiatives concernant l'exonération fiscale, l'exonération de la vignette, de la taxe de luxe et taxe d'importation. Et on a aussi un engagement et une volonté de l'État, dans le cadre de l'exemplarité, d'électrifier les flottes de toutes les administrations publiques. Suivant.
Pour mettre en place ce cadre favorable pour le développement de la mobilité électrique, il est nécessaire d'établir une politique nationale pour la mobilité électrique. C'est une politique qui doit être axée sur une vision partagée, une vision intégrée de tous les acteurs de la mobilité et de tous les différents secteurs. Elle doit prévoir aussi toutes les actions de sensibilisation et de gestion de la demande, et également prévoir les adaptations nécessaires du système productif, du cadre réglementaire et des infrastructures nécessaires. Donc, l'ONE, en tant qu'acteur clé de la transition énergétique au Maroc et en tant qu'opérateur national de référence du marché de l'électricité, veut faire de la mobilité une composante importante de sa stratégie. En tant que garant de l'adéquation offre-demande, l'ONE se doit d'anticiper toutes les évolutions et d'accompagner le développement de la mobilité électrique, essentiellement à travers le développement des infrastructures, tant au niveau de la production d'électricité qu'au niveau des réseaux de transport et de distribution. Donc, c'est à cet égard que l'ONE a décidé de lancer une étude pour l'élaboration d'un plan national de directeur national pour la mobilité électrique. Suivant, s'il vous plaît. Donc, cette étude-là, elle a pour objectif, bien sûr, de mettre en place, d'élaborer une feuille de route qui doit être adoptée par tous les acteurs concernés de la mobilité électrique. Elle doit prévoir la mise en place d'un certain nombre de moyens et de mesures qui visent à promouvoir la mobilité électrique et à la développer. Elle comporte essentiellement un certain nombre de volets réglementaires tels que la tarification et l'aspect commercialisation. Elle abordera ensuite le volet des subventions et des incitations. Et là aussi pour objectif de mettre en cohérence toutes les initiatives qui ont été effectuées par les différents acteurs en matière de développement des infrastructures de recharge, dans un objectif d'assurer un maximum d'interopérabilité et d'accessibilité aussi, et bien sûr prévoir les services qui sont associés. Et parmi les objectifs aussi, qui sont importants pour l'ONE, c'est pour pouvoir accompagner le développement de la mobilité électrique, c'est aussi l'évaluation de l'impact sur la courbe de charge nationale, c'est-à-dire évaluer tout d'abord l'impact sur la demande d'électricité et également sur les répercussions au niveau des besoins en augmentation des capacités de production et renforcement des réseaux de transport et de distribution. Donc, cette étude-là, elle comporte 3 grandes étapes. Dans un premier temps, c'est tout d'abord l'état des lieux sur la mobilité électrique au Maroc. Également, comme deuxième grande étape, on va mener une certaine analyse des expériences internationales pour identifier tous les facteurs clés de succès et les échecs aussi. Et enfin, de proposer un plan directeur national pour la mobilité électrique au Maroc. Suivant, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est toujours les grandes étapes. Suivant, s'il vous plaît. Alors, dans cet état des lieux, il y a trois grandes parties. Tout d'abord, c'est un diagnostic du parc des véhicules d'une manière générale au Maroc. Dans une deuxième partie, il y aura un diagnostic de l'offre actuelle en termes de véhicules électriques et également en termes d'infrastructures de recharge. Et puis, dans une troisième partie, il va falloir recueillir, identifier toutes les attentes de l'ensemble des acteurs de la mobilité. Suivant, s'il vous plaît. Alors, dans la première partie, l'état des lieux, il y a tout d'abord le parc thermique. Donc, on sait très bien qu'on a un parc essentiellement pour plus de 97% thermique. Donc, il va falloir analyser la composition du parc par catégorie de véhicules et identifier et lister les différents usages de ce parc. Donc, selon un certain nombre de critères tels que le type de trajet, c'est par région et selon les zones climatiques et selon la topographie. Et ensuite, il s'agit aussi d'évaluer les consommations de
ce parc-là et de ses émissions. Suivant, s'il vous plaît. Donc, la deuxième partie, c'est le diagnostic du parc de véhicules électriques. Il faut savoir aujourd'hui qu'on compte environ 2300 véhicules propres, dont 200 électriques, 300 électriques et 2000 hybrides, ce qui représente moins de 1%. On a à peu près 4 millions de véhicules au Maroc, dont 70% sont pour des usages particuliers, c'est des véhicules de tourisme, à peu près 2,8 millions de véhicules. Donc, pour cette partie-là, il s'agit de faire un diagnostic de parc électrique, c'est-à-dire quel est le parc en circulation, quelles sont les infrastructures de recharge existantes, les différents usages. Et puis, cette partie prévoit aussi de réaliser une enquête pour identifier la perception de l'électrique chez les usagers. Suivant, s'il vous plaît. Et toujours dans l'état des lieux, donc, il y a lieu également de faire un diagnostic sur les autres technologies, telles que les technologies hybrides rechargeables et hydrogène. Donc, il s'agit d'évaluer les tendances et les perspectives de ces technologies. Suivant, s'il vous plaît. Alors, on passe à la deuxième partie dont on a parlé. Donc, dans l'état des lieux, il s'agit de faire un diagnostic de l'offre du marché de la mobilité électrique au Maroc. Donc, tout d'abord, il s'agit d'étudier l'offre actuelle et potentielle du marché des véhicules électriques, et également celle des infrastructures de bornes de recharge. Et puis également, il s'agit d'analyser les attentes des différents acteurs de la mobilité électrique pour pouvoir développer cette nouvelle forme de mobilité. Suivant, s'il vous plaît. Alors, dans cette partie-là, il s'agit également d'identifier les initiatives, de lister en fait les initiatives de l'État en faveur de la mobilité électrique, que ce soit par les acteurs de recharge, par tous les acteurs de la mobilité de manière générale, les acteurs de l'énergie, les partenariats stratégiques éventuellement existants. Il est également question d'analyser le cadre réglementaire existant en termes de politique et stratégie, en termes de normalisation, en termes de tarification, de commercialisation de la recharge et également de programmes d'aide et de subventions existants. Suivant, s'il vous plaît. Alors, toujours dans cette partie, dans cette première partie, il est question d'évaluer, d'identifier l'ensemble de faire une analyse SWOT, où il va falloir identifier les faiblesses, les forces, les opportunités et les menaces. Donc, les faiblesses telles que, par exemple, le prix d'acquisition des véhicules qui est élevé, les incitations qui sont limitées relativement, les forces telles que l'exemplarité de l'État et les menaces, par exemple, c'est-à-dire anticiper sur, par exemple, une hausse des prix des matières premières telles que le lithium. Suivant, s'il vous plaît. Alors, dans la deuxième partie de cette étude, la deuxième grande étape, il s'agit de faire une analyse des expériences internationales en matière, selon un certain nombre de critères. Donc, ça sera une sélection de pays qui ont une expérience pertinente dans le domaine, qui ont une certaine avancée, et pour en identifier les facteurs clés de succès de la mobilité dans ces pays-là, et également les échecs, pour éviter les échecs. Donc, les principaux critères de ce benchmark sont tout d'abord l'objectif de la mobilité électrique dans ces pays-là à moyen et long terme, les données du marché, l'écosystème de la mobilité électrique, les expériences menées, la combinaison mobilité électrique et énergie renouvelable, et enfin le cadre réglementaire et législatif. Donc, comme j'ai dit, il s'agit d'identifier à travers ce benchmark tous les facteurs clés de succès en faveur de la mobilité électrique, et c'est pour réussir l'amorçage de cette nouvelle technologie 100% électrique. Suivant, s'il vous plaît.
Donc, l'amorçage du marché, c'est une étape très importante parce que, bien sûr, on estime que pour amorcer le marché, il faut, par exemple, un minimum de bornes de recharge. Et il faut qu'il y ait un minimum, peut-être aussi, d'incitation pour l'acquisition des véhicules, par exemple. Donc, c'est un plan d'amorçage qui va être basé, bien sûr, sur l'analyse SWOT qui a été réalisée et également sur les facteurs clés de succès issus de l'analyse des expériences internationales et essentiellement en termes de tarification de la recharge, des infrastructures de recharge et des aides et des subventions. Donc, à l'issue de cette partie-là, ou bien pour les besoins de cette partie, il va falloir recommander des programmes d'aide et de subventions pour promouvoir ce projet de mobilité, proposer des tarifs de recharge incitatifs et également des infrastructures de recharge minimales et également proposer un plan de promotion de la mobilité électrique à l'échelle nationale, que ce soit bien sûr au niveau des acteurs et des parties prenantes et également au niveau des usagers. Suivant, s'il vous plaît. Donc, parmi les résultats attendus de l'étude, il y a aussi c'est de faire ressortir à travers les différentes analyses et les états des lieux et des attentes des différentes parties prenantes, qu'il s'agisse de concessionnaires ou bien de constructeurs automobiles, des fabricants de bornes, des usagers bien sûr, d'évaluer le potentiel d'évolution du marché des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Donc, il s'agit de proposer des scénarios d'évolution qui vont être basés sur un certain nombre d'hypothèses qui portent essentiellement sur l'intervention de l'État en termes d'aide et de subventions. Ces scénarios vont être basés aussi également sur l'offre du marché mondial et de l'offre nationale des concessionnaires et des constructeurs automobiles, sur également l'offre des fabricants et des commercialisateurs de bornes de recharge, et enfin sur la perception des véhicules électriques par les différents usagers. Suivant, s'il vous plaît. Cette étude prévoit aussi d'évaluer tous les impacts d'une intégration de cette technologie dans le parc de véhicules au Maroc. Donc, il y a déjà tout d'abord l'impact sur le système électrique qui est très important. Donc, l'ONE se doit d'anticiper ces évolutions et cette intégration éventuellement massive des véhicules électriques dans le système électrique. Donc, il va falloir étudier l'impact sur la courbe de charge nationale. Donc, c'est l'évolution de la demande induite par cette intégration et également d'étudier l'impact sur les capacités du réseau de transport et de distribution électrique. Comme deuxième partie, il y a aussi l'étude sur les possibilités d'approvisionner ou bien d'alimenter les véhicules électriques, la recharge des véhicules électriques à partir de sources d'énergie renouvelable et également étudier la possibilité d'utiliser le parc de véhicules électriques comme étant une solution de stockage. Et en troisième partie, c'est les autres impacts tels que les impacts financiers, les impacts environnementaux et les impacts socio-économiques. Suivant, s'il vous plaît. Alors, il y a aussi, bien sûr, comme proposition, comme résultat de l'étude, c'est un cadre réglementé qui soit adapté pour promouvoir et pour développer la mobilité. Il y a tout d'abord le renforcement de l'écosystème. Donc, il y a, c'est-à-dire tout ce qui est dispositif d'encadrement de la mobilité, tels que les normes d'installation des bornes, le pilotage intelligent de la charge, les plateformes d'itinérance, donc ça c'est une question d'interopérabilité des bornes. Il y a la formation du personnel, il y a la mise en place d'une stratégie recherche et développement et également des potentialités d'intégration industrielle et de mettre en place des instances de gouvernance du projet national pour piloter et pour mettre en œuvre ces recommandations et pour la mise en œuvre de ce projet de mobilité électrique.
Il y a comme deuxième point le statut de commercialisateur. Il va falloir créer un statut de commercialisateur de la recherche parce qu'actuellement, aujourd'hui, à part les distributeurs d'énergie dont l'on est, par exemple, une station-service ne peut pas vendre le kilowattheure à un usager parce qu'elle n'a pas un statut de commercialisateur. Donc, dans le cadre réglementaire, il va falloir prévoir un statut pour autoriser la revente de la recharge. Et puis, il va falloir prévoir des structures tarifaires dédiées à la recharge des véhicules électriques qui soient incitatives et essentiellement pendant la phase d'amorçage. Suivant, s'il vous plaît. Donc ici, il s'agit de proposer également un plan de renforcement des infrastructures de recharge parce que, comme on a dit, parmi les ingrédients pour réussir cette transition vers la mobilité électrique, et un des piliers et un des ingrédients, on va dire, importants, c'est d'abord avoir un réseau minimum pour promouvoir ce projet. Il va falloir étudier quelles sont les possibilités de partenariat stratégique entre les différents acteurs, entre, par exemple, concessionnaires, constructeurs automobiles et fabricants de bornes. Il va falloir essentiellement proposer un dimensionnement adapté des infrastructures de recharge, c'est-à-dire quel type de borne, quelle puissance de recharge, quel est le ratio entre le nombre de véhicules par borne de recharge. Il va falloir veiller sur l'aspect de l'interopérabilité qui est très important et également proposer des services associés à la recharge, tels que le service de paiement par exemple. Et l'emplacement des recharges, il va falloir prévoir également des emplacements qui sont très importants et très utiles, tels que les stations de service, les parkings publics et privés, les zones résidentielles et également au niveau des maisons individuelles. Il y a l'aspect de pilotage de la borne de recharge, la recharge intelligente. C'est une recharge qui va, par exemple, veiller à ce que le réseau du système électrique ne soit pas surchargé. Donc, c'est un mode de pilotage de la recharge qui permet de moduler la puissance de recharge des véhicules. Et enfin, il y a la mise en place et la proposition de modèles organisationnels et commerciaux des bornes de recharge publiques pour le secteur public et privé et qui prévoit un cadre réglementaire en parallèle, essentiellement en ce qui concerne la tarification et l'éligibilité à la commercialisation de la recharge. Suivant, s'il vous plaît. Donc, et ici, il s'agit de la dernière partie. Donc, tout cela va nécessiter bien sûr des investissements importants et également des mécanismes de financement qui soient incitatifs, donc que ce soit des investissements publics ou étatiques ou bien des investissements privés. Il y a qui va inclure aussi, cette partie va inclure aussi les dons et les subventions à même de promouvoir et de lancer et d'amorcer ce marché, et avec des propositions de mécanismes de financement et qui impliquent les bailleurs de fonds. Suivant, s'il vous plaît. Donc, alors le but, bien sûr, et le livrable le plus important de cette étude-là, c'est le plan directeur national et qui va être, bien sûr, qui va récapituler toutes les étapes que je viens de présenter. Et donc, ça va être, en plus de ce plan directeur national, il y aura une feuille de route, on va dire, synthétique, qu'il va falloir promouvoir auprès des parties prenantes parce que, comme on l'a dit, en fait, c'est une feuille de route qui doit jouer un rôle fédérateur, qui doit être à vocation nationale. Donc, l'idée étant de créer une attente positive de l'ensemble de toutes les parties prenantes pour les faire adhérer à ce projet national. Donc, donc la partie amorçage est une partie très importante de la feuille de route parce que c'est le point de départ. Sans amorçage, il n'y aura pas de développement de ce projet de mobilité. Et cette feuille de route doit également définir d'une manière claire
tous les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante dans le cadre de la mise en œuvre de cette mobilité électrique au Maroc. Donc, parmi les facteurs, on va dire, clés de succès du projet de mobilité électrique à l'échelle nationale, ce serait tout d'abord de réussir la phase d'amorçage, parce que, comme on l'a dit, il faut absolument prévoir une infrastructure de bornes de recharge minimale. Il faut également un mécanisme judicieux d'incitation sous forme de subventions et de financement aussi adapté. Il y a bien sûr qui peut prévoir aussi l'aspect tarification incitative. Il y a aussi, il faut mettre à profit les réussites des expériences internationales et éviter leurs échecs. Il faut également un plan de communication pour informer, sensibiliser et faire adhérer toutes les parties prenantes. Et on rappelle aussi, bien sûr, que c'est une feuille de route qui doit être à vocation nationale, qui doit faire adhérer toutes les parties prenantes et les engager autour d'un même projet, et les impliquer autour d'un même projet. Et enfin, il y a aussi l'aspect de mettre à profit les énergies renouvelables en faveur de la mobilité électrique pour la recharge, parce que c'est-à-dire on ne pourrait obtenir un meilleur bilan que lorsqu'on recharge, un bilan carbone que lorsqu'on recharge des véhicules électriques à partir de sources renouvelables, et mettre à profit effectivement la possibilité pour on va dire des acteurs qui peuvent commercialiser, de s'approvisionner auprès de producteurs privés dans le cadre de la loi 1309 qui autorise l'achat d'énergie renouvelable. Suivant. Donc là, je pense que c'est un rappel des messages clés. Donc, on peut le rappeler rapidement, c'est la réussite de la phase d'amorçage. Des mécanismes d'incitation judicieux. C'est les profils d'échec, un plan de communication, engager toutes les parties. Donc, je pense qu'on arrive à la fin pour votre attention. Merci beaucoup. Suivant. Je pense que c'est la fin de la présentation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wally. Donc, nous continuons maintenant avec Naïm Farouki. Donc, Naïm, quels sont les aspects à prendre en compte pour réussir des projets de mobilité électrique? Thank you so much. So I will be talking about how to launch a successful. Donc, je vais parler comment préparer un système d'opportunités de projet de mobilité. Donc, la prochaine diapo. Donc, les autobus électriques sont déployés partout dans le monde, dans différentes régions, avec des opportunités de différents types de grandeurs, des méthodes de charge et de batterie. Et toutes ces décisions ont avancé avec les entreprises et les plans d'affaires et la faisabilité. C'est important de construire cette faisabilité, et ce que je vais parler aujourd'hui sur les différents défis, les opportunités. Donc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans celle-ci, du point de vue technologique, la planification d'infrastructures, la haute tension de distribution d'énergie, de savoir combien d'électricité est disponible, qui viennent vers les garages, les limites de portée. Il y a des autobus qui roulent pendant 13-15 heures par jour. Vous avez besoin de comprendre combien de pouvoir électrique et la portée de ces autobus, les compétences locales pour la flotte et la maintenance des infrastructures, des systèmes de haute voltage, de différents types de maintenance, de comprendre la capacité technologique de l'équipe mécanique est important. La prochaine, c'est les finances. Et dans les finances, nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire en termes de les coûts des véhicules, en termes de capital,
et les investissements et le coût, l'intérêt, le capital à être considéré pour acheter tous ces chargeurs et le risque de la technologie non prouvée et d'économie et des coûts sur le cycle de vie. Donc, ce n'est pas prouvé. Éprouvé parce qu'il n'y a pas d'autobus qui ont roulé de plus de 18 ans présentement. Donc, c'est important de faire une étude sur le coût total d'appartenance et de savoir, et c'est pour cette raison, de faire des études de faisabilité vous donne cet confort avant de vous engager à 100%. Au côté institutionnel, l'absence de politique favorable, subventions et d'incitation, vous avez besoin de comprendre que le gouvernement, les incitatifs sont importants et les partenaires sont importants aussi. On a de beaux déploiements partout dans le monde entier. En entoure l'utilité des utilités et des incitatifs pour avoir le transit public à changer et devenir public. La prochaine diapo. Donc, comment surmonter les différentes barrières maintenant ou les obstacles, premièrement, dans les établissements, les infrastructures, dans les gens, les composantes et le côté humain. Pour expliquer maintenant comment vous pouvez surmonter donc, ces obstacles, la prochaine diapo. Donc, en termes de spécification du véhicule, de la flotte, il y a plusieurs aspects qui peuvent avoir un impact. La grosseur de la batterie, vous pouvez avoir 76 kWh jusqu'à 660 kWh pour un autobus traditionnel. Donc, c'est important de découvrir quelle grandeur vous avez besoin. Et l'autre chose, la batterie, la plus grande batterie, plus grosse elle est, et moins de passagers vous pouvez avoir. Donc, il y a des délimitations sur comment vous pouvez utiliser ça sur la route. Vous devez le considérer des OEM qui permettent l'installation de différentes chaufferettes. Et donc, si vous êtes dans un climat froid, vous êtes concerné sur le déploiement de mettre ça sur le diesel. C'est une meilleure solution. Vous n'êtes pas à 100% zéro émission, comme à 98%, mais c'est beaucoup mieux que de rouler un autobus sur le diesel. Et vous savez, une des choses que nous recommandons, c'est la simulation des véhicules et de voir un outil que j'utilise, c'est le Zéro Émission OSM qui vous donne toute cette information pour utiliser un véhicule numérique et d'opérer les exigences et construire des spécifications pour robuste. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, sur la considération relative à l'infrastructure et à la recherche, habituellement, lorsque vous êtes en train de consolider 1500 du autobus, on l'a changé à 15 MW de pouvoir sur 24 heures. Et donc, vous avez d'abord cette conversation avec les fournisseurs et leur savoir ce qu'ils vont pouvoir vous offrir. Et l'installation de transformateurs, les transformeurs pour changer de vitesse, construire des sous-stations sur le site, la grandeur de la chargeur, la vitesse de charge, l'emplacement du chargeur. Utiliser Pentagraph, Plug, toutes ces considérations qui ont besoin d'être, et avec ces considérations, construire une meilleure planète et un meilleur déploiement en général. Des clients aiment utiliser les Pentagraph et donc au dépôt, donc penser à tout cela, c'est important. Maintenant, quand on parle de l'emplacement, l'impact sur la recherche des installations, d'accommoder les stations qui sont importantes dans votre aménagement de garage. Les plugs, ils prennent de la place. Vous pouvez perdre une voie complète si vous avez 5 ou 10 voies de stationnement. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une chose. L'impact sur la recherche des installations. Une autre considération, si vous roulez sur automatique, lavage automatique, il faut voir le dessus. Est-ce que c'est la bonne hauteur? Est-ce que ça va fonctionner? Et les chargeurs 1 à 1, chargeurs au boss électrique. Et on a entendu que 1 à 1 est le bon ratio pour un dispensateur pour chaque véhicule électrique. Et la raison qu'on le fait, c'est pour s'assurer qu'il y a la disponibilité. Et deuxièmement, vous pouvez mettre ces dispensateurs dans les régions de maintenance. Il peut y avoir un véhicule pour les mettre en storage et cliquer et les charger. L'infrastructure électrique sur site, mise à niveau des transformateurs haute tension sur le site de distribution, le service public sur le site, conduite des câbles électriques et dans l'installation vers les stations de charge. Pour rouler ces grands voltages et
c'est plus sécuritaire et dans l'ensemble, réduction d'espace disponible dans les dépôts en raison de la charge et d'équipement de boss, mettre le storage et de placer des batteries aussi en charge et réduire l'emplacement. La cogénération, possiblement, ce sera une option sur le site et sont tous des façons innovatives pour déployer une transition de succès. Du côté des gens, les derniers termes dont je vais parler aujourd'hui, du côté des gens, une chose que vous devez comprendre, la prochaine diapo, s'il vous plaît, c'est qu'il y a des avantages et des désavantages alentour de la maintenance. Je vais souligner les avantages et les désavantages. Donc, l'entretien annuel des freins devrait être inférieur. Le freinage par récupération prolongée sur la durée de vie de 3 à 4 fois. Vous n'êtes pas obligé de vous inquiéter autant. Vous n'appliquez pas les freins de la même façon. Le moteur de transaction à entraînement direct à moins de composantes mécaniques est d'usure par rapport au moteur diesel. Vous n'avez pas à filtrer l'huile en vrac et le moteur. L'impact environnemental et le risque de déversement est réduit. Pas de carburant diesel, réduisant le risque de déversement et de dépenses de carburant. Le système de post-traitement diesel supprime le besoin d'entretien des fils, particules diesel et recirculation des gaz d'échappement et autres systèmes. Les exigences qui créent des problèmes, les autobus électriques sont beaucoup plus faciles à rouler. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en termes de désavantages, un coût total de cycle de vie non prouvé, on a besoin de considérer, à penser ce qui se passe. Et la façon de le faire, c'est de partager la connaissance avec d'autres agences qui font cela et aussi de construire le projet pilote et de prendre cette information et d'extrapoler dans le bassin de le cycle de vie de l'autobus. C'est un système électrique plus complexe, électronique de puissance, système de gestion thermique et de batterie, de s'assurer que votre personnel sont formés et requis pour les systèmes de haute tension, besoin de temps pour se familiariser avec le dépannage, le coût supplémentaire des EPI, des outils spécialisés, les nouvelles technologies, s'assurer que le personnel est formé de travailler avec les autobus et donner du support, les coûts supplémentaires des EPI, penser à des choses comme les outils, les tournevis, ils doivent être des outils sans statique. Et la dernière chose, c'est le chauffage auxiliaire diesel entraînera des coûts d'entretien plus élevés en échange d'une meilleure autonomie du véhicule. Vous aurez à avoir du diesel pour faire chauffer les chauffages auxiliaires. Donc, à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, une des choses qu'on dit aux gens qui regardent à construire des projets pilotes et des transitions, c'est les indicateurs de performance clés IPI. Quels sont les IPC? Des mesures normalisées, quantifiables, évaluation d'un succès, d'une technologie, d'une politique. Donc, on a établi les IPC. Pourquoi est-ce que les IPC sont importants? Pour la suivi, valider des spécifications de performance, l'énergie, comparer la technologie des bus électriques à celle des bus diesel, suivre la politique de maintenance et des opérations et mettre en place des boucles de rétroaction avec des IPC. C'est important. Si on ne les établit pas au tout début, vous ne savez pas exactement si votre projet pilote a du succès ou si le déploiement va avoir du succès. Donc, de passer du temps immédiatement à faire une étude de programme et de comprendre cette information est vraiment important pour vous donner plus de confort. Prochaine diapo. Donc, développer un tableau de bord d'évaluation peut vous aider pour la performance. Donc, celle-ci que je vous montre est la compatibilité des systèmes. Vous pouvez voir le modèle 1, modèle 2 ne rencontre pas les exigences, la troisième, la performance du véhicule, modèle 1, modèle 2, la base est bonne et ainsi de suite. Donc, vous avez un survol de comment un tableau de bord peut fonctionner. Il y a beaucoup de métriques qui peuvent être tracées dans ce tableau de bord. Vous pouvez faire le suivi de kilowattheure par kilomètre ou par mille de conduite, l'énergie, l'efficacité. Vous pouvez soit le suivi de distance, combien de fois ce véhicule est en réparation. Vous pouvez tracer les défauts,
les défauts qui sont trouvés quand le conducteur fait l'inspection et s'il trouve un défaut là. Donc, il y a plusieurs façons que vous pouvez construire un meilleur confort autour de ce déploiement de cette technologie. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en termes de performance, de suivi des tests, de créer une base de données, utiliser les data hubs pour collecter les données, établir des processus de collecte. Donc, à Lima, que Louis va nous montrer, un hub de données installé, établir le Wi-Fi, une enquête des commentaires de clients, suivi trimestriel de l'état du véhicule, un rapport de réplicabilité. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi un hub de données? Donc, c'est en fait, c'est une place où on peut collecter les informations sur le véhicule et la consommation d'énergie et surveiller l'emplacement de la performance du véhicule de temps réel. Données de collecte sur la performance du véhicule, consommation d'énergie, surveiller l'emplacement des performances du véhicule en temps réel, isoler l'énergie par sous-système. Vous pouvez voir les épargnes faites par rapport au diesel et faire la même chose, et isoler l'énergie par sous-système. Tels que le chauffage, ventilation, climatisation, le CVC, et installer ces différents points de données, savoir savoir combien de temps qu'elle performe et combien de temps de charge, et ainsi de suite, toutes ces informations techniques que vous avez besoin. La prochaine diapo. Donc, le test pilote. Une des recommandations, l'achat d'un nombre limité de bus électriques garantit tel que les leçons apprises soient intégrées dans un achat ultérieur plus important. Ça ne fonctionne pas possiblement dans votre géographie. Vous allez vouloir apprendre plus avant dans les systèmes thermaux où vous auriez dû mettre le Wi-Fi ou connexion USB pour la charge. Donc, ce pilote vous permet de spécification du véhicule et les hypothèses de simulation par rapport aux données réelles des performances de l'autonomie du véhicule. Aussi, le pilote, si la simulation était correcte et qu'elle n'est pas formée en temps réel utilisant les données et pouvait extrapoler et construire pour une plus grande flotte de déploiement. Le développement d'indicateurs de performance est clé pour le pilotage garantit un processus de capture de données solides et une évaluation des performances. Je recommande de toujours construire les IPC pendant que le pilote est en route. Ça peut mener à des préjugés et les IPC, on les enlève du chemin avant que le pilote soit en cours de route. Le pilote d'autobus électrique de Lima est sur la route 201 et Louis va en parler un peu plus la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les différentes leçons apprises dans cette opération durant le pilote, pas de fabrication BYT au Pérou, les pièces de rechange seraient livrées du Panama, le BDYT fournir un service d'entretien de pilote dans 2 ans, besoin de former des mécaniciens locaux, familiarité d'opérateurs, différence d'accélération de moteur électrique à couple élevé, freinage récupératif, et BYD doit fournir la formation de chauffeur et protocole d'intervention d'urgence à Lima. Pour s'assurer que les différents conducteurs ont conduit et apprendre à se familiariser avec l'accélération versus la combustion interne. La prochaine diapo. Donc, en termes de capacité de charge, mise à niveau des infrastructures électriques existantes, charge nocturne en heure creuse pour réduire l'impact des coûts des réseaux, dépannage électrique. Le personnel doit développer des connaissances concernant les systèmes de bus électriques. Les besoins de maintenance réduits peuvent initialement être compensés par le temps de dépannage. Les mécaniques nous allons le faire avec beaucoup de personnel. Au Lima, on leur montrer comment utiliser le système, le lockout, tagout, des protections, système de protection pour les employés et les conditions routières, dégagement de bus électriques, c'est-à-dire la conception d'étages élevés, éviter tous les nids de poules, graviers ou chaussées inégales. L'augmentation des poids de batterie peut également avoir un effet négatif sur la route. Vous avez besoin de comprendre les conditions locales qui sont là dans la géographie et quel véhicule peut rencontrer ces exigences d'opération. Donc, merci. La prochaine diapo, si vous voulez me contacter, voici mon courriel et mon LinkedIn. Certain que
des questions suivront pendant la période de discussion. Donc, Louis, nous continuons avec vous maintenant pour discuter du cas concret du projet d'autobus électrique au Pérou. Merci beaucoup, Maryse. Premier, je voudrais remercier l'IFDD de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter le projet de Lima au Pérou. Et comme vous allez le voir, le projet a suivi les recommandations de mon collègue Naïm Faouki pour le développement du projet pilote. Premier, les buts du projet, les objectifs du projet, tel qu'indiqué au début, c'est environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est réduire ou améliorer la qualité de l'air de la ville de Lima et de donner accès à la mobilité électrique dans le transport urbain. Et pour ça, on a développé une stratégie pour introduire le premier bus électrique dans les routes de Lima et ainsi aussi de pouvoir aider la ville à pouvoir répliquer ce projet pilote dans l'avenir avec une étude de réplicabilité. Comment est-ce qu'on a procédé pour pouvoir développer le projet pilote? On a développé 2 études. La première étude, c'est une étude de préfaisabilité. Et l'étude de préfaisabilité avait comme objectif l'analyse du transport urbain de la ville de Lima et ainsi des réglementations du transport urbain au niveau gouvernemental et au niveau municipal. Pour ça, on a travaillé avec des différents partenaires. Le premier partenaire, c'est le ministère de l'Énergie, le deuxième, ministère de l'Environnement, le ministère du Transport, ainsi que de l'institution en charge du transport urbain à Lima, ça veut dire l'autorité de transport urbain de la ville. Une fois avoir réalisé toutes ces analyses-là, on a pu mettre en place un plan de mise en œuvre du projet pilote. Un petit peu pour expliquer qui était le partenaire du projet. Dans la gestion du projet et le financement du projet, ça a été géré par le GICEP et les 2 compagnies qui ont développé le projet, ça veut dire NLX et Hydro-Québec. Du côté local, avec les institutions locales telles que je l'ai indiqué, la première, c'est le ministère de l'Énergie, le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement et ATU, qui est l'autorité de transport urbain de Lima, ainsi que les universités et les facilitateurs au niveau local pour permettre le bus de circuler dans les routes. Maintenant, les partenaires technologiques. Du côté du bus, on a choisi la compagnie BYD pour construire un bus fait sur mesure. En ce qui respecte le Data Hub et la collection des données, on a utilisé le système de Vericity. Maintenant, pour le soutien et la consultation et un petit peu les analyses des données, c'est pour l'étude de préfaisabilité, on a utilisé les services de la compagnie Tariet. Et pour l'étude de faisabilité, la conception et le design du bus, ainsi que pour l'étude de réplicabilité avec la compagnie de consultation de PWSP. Tel qu'indiqué, une fois avoir développé l'étude de préfaisabilité, on a identifié et avoir mieux compris les routes de Lima. On a décidé de simuler un total de 8 routes qui sont circulées par les bus à Lima. On a utilisé le système de simulation qui s'appelle BOLT. Ce système-là nous a permis de simuler les 8 routes et ainsi pouvoir simuler les bus existants dont est disponible dans le marché et tenir en compte les différents paramètres tels que la taille de la batterie qui serait nécessaire pour la route, la quantité de passagers qu'un bus conventionnel à Lima utilise, ainsi que la charge parasitique, ça veut dire la consommation de l'air climatisé, du Wi-Fi, des chargeurs USB, ainsi que la climatisation, le poids du bus, la topographie de chacune de ces routes simulées et aussi de comprendre bien si l'infrastructure des chargeurs qui seraient installés dans les garages des opérateurs serait nécessaire pour pouvoir donner l'énergie au bus qui serait mis sur place. En base à ça, on a procédé à réaliser le design du bus. Le design du bus, c'est une unification des 2 standards. Le standard qui est donné par la municipalité de Lima, et ça, c'est en base à la carrosserie.
Et on a utilisé aussi les standards internationaux des bus électriques pour nous assurer qu'ils soient sécuritaires et qu'ils puissent donner la quantité d'énergie suffisante pour pouvoir circuler dans la route. En base à ça, on a construit le bus suivant. On a utilisé, comme je l'ai indiqué, la compagnie BYD. Et le modèle, c'est le modèle Andino CanFG. C'est un bus de 12 mètres avec 348 kWh de batterie. C'est un bus à plancher haut. C'était important pour nous d'utiliser un bus à plancher haut. La raison, c'est parce que dans la ville de Lima, il y a des dos d'âne. Alors, il fallait s'assurer que les batteries soient bien protégées quand les bus y passent dans ces endroits-là. Le bus a des commodités telles que la climatisation, des caméras de sécurité, des ports USB et du Wi-Fi. Tel que j'ai indiqué, on a utilisé le Data Hub de la compagnie Vericity pour collecter les données et le bus a commencé à opérer depuis le 13 décembre 2019 dans la route de la 201. Maintenant, en ce qui concerne le système électrique, en parallèle aux simulations des différentes routes que j'ai indiquées, on a visité les garages de chacun de ces routes pour nous assurer que l'infrastructure électrique qui serait installée pouvait être installée dans ces garages. Et ainsi, on a procédé à installer le chargeur suivant. C'est un chargeur de 80 kW avec 2 pistolets, 40 kW par pistolet. Ce chargeur permet de charger le bus de 0% à 100% en 4 heures. L'importance du chargeur, c'est qu'on a installé aussi un bloqueur au chargeur pour nous assurer que le bus soit chargé seulement dans les heures creuses. Pour votre information, à Lima, les heures pointes sont de 18 h à 23 h du soir. Ce qui veut dire que maintenant, le bus il circule de la manière suivante. C'est 2 tours le matin, c'est-à-dire il commence à 5 h du matin. Il circule 2 tours le matin. Il retourne au garage où il retourne au garage avec 65% de batterie. À ce moment-là, il charge pendant 1 h 30, retourne à 95% dans la route et retourne au patio vers 22 h 30 pour commencer sa recharge après les 23 h et pouvoir recharger dans les heures creuses et recommencer son opération à partir de 5 h du matin. Tel qu'indiqué, nous avons collecté les données depuis l'opération du bus et on peut suivre l'opération du bus en temps réel. Et comme on peut le voir, jusqu'à maintenant, le bus a déjà évité 77 tonnes d'émissions de CO2, a parcouru approximativement 65 000 km. Et oui, on peut le suivre en temps réel avec des coordonnées GPS où on peut voir où est-ce que le bus se situe, la vitesse à laquelle le bus est en train d'aller et si les batteries il n'y a pas de problème avec elles et tout ça. En base à ça, et comme j'ai indiqué, après avoir collecté les données pendant 6 mois, on a eu les données suivantes. Ce sont des données que je pourrais indiquer qui sont prometteurs pour l'intégration des bus électriques dans la ville. Premier, du côté financier, c'est que le bus électrique, en tenant en compte le coût de cycle de vie de 15 ans pour un bus de 12 mètres, c'est que le bus électrique à Lima est 30% moins cher qu'un bus diesel, 17% moins cher qu'un bus à gaz. Et il faut tenir en compte aussi que dans l'analyse qu'on a réalisée, c'est qu'on a inclus l'installation d'infrastructures électriques. Maintenant, quand j'indique que le coût de l'infrastructure électrique, ce n'est pas seulement l'installation du chargeur, mais aussi des transformateurs et l'adaptation du garage de l'opérateur pour recevoir le chargeur. Maintenant, l'infrastructure permet de pouvoir installer jusqu'à 3 chargeurs, ça veut dire on pourrait installer 2 chargeurs de plus et avoir 2 bus de plus à circuler dans les routes alimentaires. En conclusion, les facteurs de succès qu'on peut collecter suite à l'opération du bus pendant les 6 premiers mois, ils démontrent que c'est un cas prometteur pour l'adoption de bus électriques dans le transport urbain à Lima. Et les facteurs qui favorisent cette adoption-là sont les suivants. Premier, c'est que les bus électriques
continuent de descendre. Ça veut dire qu'ils continuent à être moins chers que ceux qu'on a achetés. Question d'opération. Maintenant, le bus électrique, en question des frais reliés à l'achat d'électricité, sont beaucoup moins chers à ceux du diesel et ceux du gaz. Et ça, c'est avec un bus seulement. Maintenant, si on considère une flotte de bus, on pourrait négocier des tarifs et ça pourrait devenir encore moins cher. L'autre chose, c'est que maintenant, avec le projet pilote, l'opérateur qui opère le bus a commencé à devenir plus familier avec l'entretien du bus, ce qui veut dire qu'au moment où il déciderait d'installer une flotte de bus, le coût d'entretien pourrait se réduire car ils vont pouvoir l'entretenir eux-mêmes. Et surtout que le bus électrique est en train de réduire les émissions de CO2 et autres particules pour la ville de Lima. Maintenant, le facteur de succès pour l'opération du bus et le développement du projet pilote a été du début d'avoir les bons partenaires. Et avec ça, qu'est-ce que je veux dire? C'était tel qu'indiqué par mon collègue Naïm, c'est que les institutions qui ont fait partie du projet, ça veut dire les 3 ministères, énergie, environnement, transport, ainsi que l'autorité des transports de Lima, ont du début participé au projet pour s'assurer à mieux comprendre c'est quoi la mobilité électrique. Et maintenant qu'ils voient l'opération du bus et qu'ils ont les données suite à les données qui ont été collectées pendant les 6 mois, ils peuvent voir qu'il y a du côté financier, c'est aussi viable de pouvoir massifier le transport électrique dans la ville de Lima. Ça conclut ma présentation. Maryse, je te passe la parole. Merci beaucoup, Louis. Donc voilà, nous amorçons maintenant la période de questions et de discussions. Nous avons déjà plusieurs questions donc en attente. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions donc dans la zone de clavardage de la plateforme. Donc pour commencer, une question pour Louis ou Naëm, peut-être Louis, vous pourriez commencer parce que vous venez juste de parler de l'analyse de cycle de vie et de l'analyse de coûts sur le cycle de vie. Qu'en est-il de la durée de vie de la batterie et de son impact, donc de l'impact du remplacement des batteries sur la rentabilité de ce type de projet? En ce qui concerne la batterie, l'importance pour nous de simuler les routes, c'était de nous assurer que la batterie n'allait jamais réduire de 20%. Grâce aux simulations qu'on a réalisées, chaque fois que le bus retourne au garage, le bus je crois que le plus qu'il a réduit, c'est à 35%. Alors avec ça, on se garantit que la durée de vie du bus peut se maintenir. En ce qui concerne maintenant les garanties qui nous ont été données par la compagnie qui a fourni le bus, c'est-à-dire la compagnie BYD, on a une garantie de 12 ans. Maintenant, il faut s'assurer de bien opérer le bus et c'est pour cela que c'est important de bien simuler les routes qui vont être utilisées et de nous assurer d'avoir un data hub qui va nous permettre de suivre le bus en tout temps et ainsi de pouvoir suivre la charge du bus pendant qu'il opère. D'accord, merci beaucoup. Une question maintenant pour Ali. Évidemment, beaucoup de questions sur l'expérience du Maroc. Alors, une question pratico-pratique. Dans le cadre de la promotion de ce plan de mobilité électrique, au Maroc comme ailleurs, donc Louis, Naïm, vous pourrez également partager votre expérience là-dessus. Que fait-on des véhicules non électriques dans cette stratégie de remplacement, de promotion des véhicules électriques? Et là, on se parle évidemment, on se place dans une dynamique donc d'économie circulaire. Est-ce qu'on est en train de créer, donc de générer des déchets avant l'heure en cherchant à les remplacer par des véhicules électriques? Donc Ali, est-ce que c'est prévu dans le plan de mobilité électrique du Maroc? Oui, merci pour la question. En fait, effectivement, cet aspect de ce qu'on va faire des véhicules thermiques, de toute façon, c'est une technologie, la technologie thermique va disparaître progressivement. C'est-à-dire, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura tout un parc thermique dont il va falloir se débarrasser. L'étude prévoit au niveau de l'impact environnemental
effectivement l'impact c'est-à-dire sur le parc, sur le parc thermique. Donc, c'est intégré dans l'étude, cet aspect-là de remplacement. Et puis, justement, l'évolution du parc électrique, l'évolution de l'intégration des véhicules électriques dans le parc automobile va tenir compte, bien sûr, effectivement, de la contrainte c'est-à-dire qui est liée à la décision d'un certain nombre de constructeurs d'abandonner le thermique en faveur de l'électrique. Merci. Louis ou Naëm, voulez-vous partager donc peut-être ce que Oui, vous peut-être. savez donc, pour d'autres pays? Oui, peut-être pour le Pérou. Le projet, c'est un projet pilote. L'objectif, c'est de pouvoir donner l'information, le plus d'informations possible aux autorités. Maintenant, le plan que l'autorité de transport urbain à Lima a, c'est le suivant, c'est de premier changer les flottes de bus diesel. Alors, ils vont faire des nouvelles des licitations qui vont inclure des bus électriques et de ainsi pouvoir remplacer les bus diesel qui sont en train d'utiliser. Pour ça, comment est-ce qu'ils procèdent? Ils ont déjà rédigé les spécifications des bus électriques et ils ont utilisé en partie les spécifications du bus du projet pilote pour s'inspirer de notre expérience et ainsi de pouvoir utiliser ces spécifications-là pour la prochaine licitation et ainsi introduire des bus électriques dans le futur transport urbain de Lima. Oui, merci beaucoup. De nouveau, une question pour vous, Ali, encore sur la base de votre expérience actuelle au Maroc. En termes de facturation de la recharge, donc qu'est-il prévu ou quelles sont les études qui sont en cours au Maroc sur le type de facturation aux bornes de recharge, avec donc une tarification qui serait variable selon le moment de la journée, pointe hors pointe, selon le volume de consommation? Qu'est-ce qui est prévu? Donc, effectivement, au Maroc, on a des tarifications à plusieurs postes horaires. Donc, il y a des tarifications essentiellement selon 3 postes horaires, des heures de pointe durant le soir et des heures creuses pendant la nuit et des heures de pointe pendant des heures pleines pendant les heures d'activité. Donc, je pense que ce qui est prévu, on a déjà fait un exercice pour examiner quelles sont les meilleures structures tarifaires adaptées à la recharge du véhicule électrique. Effectivement, il s'agira certainement d'une tarification à plusieurs postes horaires, essentiellement pour un poste de nuit qui va être incitatif parce que c'est là où généralement la plupart des usagers rechargent leur véhicule, c'est pendant la nuit. Donc, ça sera certainement un tarif très réduit et très incitatif pour inciter tous les usagers à recharger la nuit. Et éventuellement, compte tenu de la composante puissance qui est importante, ça serait certainement un tarif binôme, c'est-à-dire qui va comporter une prime fixe, une composante fixe, qui va rémunérer les besoins en puissance, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure en amont, pour permettre de mettre à disposition cette grande puissance, surtout lorsqu'il s'agira bien sûr des bornes de recharge rapide. Donc, ça appelle des puissances assez élevées et ça va certainement être au niveau de la moyenne tension. Donc, ça va certainement être un tarif avec une prime fixe et des tarifs par poste horaire, essentiellement pour le poste des heures creuses pendant la nuit. Louis, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? En ce qui concerne le projet pilote à Lima, nous avons utilisé la tarif TM2, c'est-à-dire la tarif qui était disponible, étant donné que la consommation de bus électrique entrait dans ce tarif-là, la consommation n'est pas trop élevée. Maintenant, en ce qui concerne les flottes de bus qui ont une consommation plus élevée, il y aura des tarifs négociés avec la compagnie qui pourra la donner. C'est ce que j'ai comme information pour le Pérou pour l'instant.
Très bien, merci. Je reviens sur la question des batteries. La question de la gestion des batteries en fin de vie. Donc, encore une fois, pour vous, Ali, qu'est-ce qui est prévu au Maroc? Donc là, on est bien entendu au-delà simplement des véhicules électriques, mais on parle de la gestion des batteries au sens large, incluant donc les autres projets d'électrification, notamment à base d'énergie solaire. Excusez-moi, vous avez parlé Des de la batteries. batterie. Donc, Des la batteries. gestion est tout à fait, la gestion des batteries, tout à fait. Oui, Des batteries en fin de vie. c'est une composante qui est intégrée au niveau de l'étude, effectivement. Pour la partie, encore une fois, environnementale, il s'agira de, effectivement, proposer des recommandations pour le recyclage des batteries. Donc, Naïm, je me tourne vers vous sur ce point. Donc, dans la définition des conditions de succès d'un projet, selon vous, quel est le poids? On a parlé des batteries à plusieurs reprises. Donc, quel est le poids, sans jeu de mots, de l'importance des batteries dans le succès des projets? Donc, en termes de qualité des batteries, en termes d'impact du coût des batteries sur la rentabilité du projet et gestion technique des batteries. Yeah, so roughly a kilowatt weighs about. Donc, 1 kilowatt, ça pèse à peu près 20 livres en termes du coût de 200 $ jusqu'à 500 $ USD. Et ça dépend de l'OEM que vous exercez l'achat ou pour le véhicule. Et ce que nous avons remarqué ici en Amérique du Nord, c'est que le 450 à 500 est le kilowattheure que la plupart des systèmes vont prendre. Ça donne les capacités des passagers qui ont besoin. Mais souvenez-vous que la batterie, la densité et le poids changent à tous les ans. On perd une augmentation de densité de 2% et 4% de diminution dans le prix. Donc, ça devient de moins en moins cher au fur et à mesure que le temps passe et ça devient de meilleure qualité. En termes de gestion de projet, avec tout d'abord le type de financement approprié pour ce type de projet. Vous en avez parlé donc les uns et les autres sur l'importance d'avoir d'idées plus spécifiques sur le financement. Alors, je ne vais pas vous demander combien coûte ce type de projet, ça dépend énormément évidemment de l'envergure des projets, mais plus sur les financements appropriés pour implanter ce type de projet. Donc, je commencerai par vous, Ali, dans le cas concret du Maroc. Donc, quels seraient les partenaires financiers envisagés pour votre plan de mobilité électrique? Donc, encore une fois, effectivement, l'étude qu'on a annoncée prévoit une partie sur les financements qui peuvent être nécessaires pour la mise en place de projets de mobilité électrique. Il s'agira essentiellement des grands bailleurs de fonds, effectivement, pour le financement de ces projets-là. La mise en place de partenariats publics-privés. Et c'est-à-dire il peut s'agir effectivement en même temps de financement privé que de financement public. Il peut y avoir aussi l'aspect des dons et des subventions de l'État pour l'acquisition des véhicules, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le principal frein pour le développement de ces technologies-là. Donc, parmi les parties qui vont être traitées, au niveau de l'étude, c'est déterminer quel est le gap entre le prix d'acquisition d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique équivalent. Donc, ça va être une étude technico-économique pour déterminer quel est le gap qui va faire l'objet de subventions et d'aides de l'État. Merci. Louise, dans le cas de Lima, un point intéressant que je veux rappeler ici dans l'intervention que vous nous avez présentée, c'était le rôle des autorités locales, justement. Donc, j'en profite pour insérer cette dimension dans la question, donc en termes de financement, mais aussi de rôle des autorités locales dans le projet qui a été réalisé à Lima.
Merci Maryse. Premier, pour peut-être rajouter à la question antérieure posée sur les batteries une fois leur durée de vie à finaliser dans les bus électriques. Le partenariat mondial pour l'électricité durable, JCEP, on a développé un livre blanc sur l'utilisation des batteries de seconde vie. Il faut tenir en compte que ces batteries peuvent être utilisées dans d'autres domaines tels que dans l'énergie renouvelable, connexion avec des panneaux solaires. Si vous voulez avoir plus d'informations des types d'utilisation et comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées, vous pouvez aller dans notre page web, on pourra vous donner plus d'informations sur ça. Alors, il y a des possibilités à pouvoir les utiliser. Maintenant, pour retourner à ta question, Maryse, le rôle des institutions pour les projets pilotes. Comme je dis tout le temps, un projet pilote, c'est beau de l'avoir, mais l'objectif final, c'est de pouvoir massifier. Et pour pouvoir massifier, on a besoin d'avoir les institutions et que les institutions y croient à la technologie. Alors, du début, on a impliqué les ministères qui étaient les ministères qui vont nous permettre de répliquer le projet. Ça veut dire ministère des Transports, ministère d'énergie. Pourquoi ministère des Transports? Parce que le ministère des Transports va nous permettre d'améliorer les réglementations pour pouvoir les inclure dans le transport urbain. Maintenant, ministère d'énergie pour nous assurer que les infrastructures électriques puissent être mises en place et ainsi pouvoir installer des chargeurs dans les garages des opérateurs. Et bien sûr, le ministère de l'Environnement, car c'est eux qui vont rapporter les réductions d'émissions de CO2 que les bus électriques vont donner à la ville et au pays. Ainsi, l'autorité de transport urbain, qui est celle qui va réaliser les licitations pour pouvoir massifier et introduire cette technologie-là at large dans le système de transport. Alors, c'est essentiel de les avoir du début du projet pilote pour qu'ils comprennent bien la technologie et ils sachent les implications que ça amène de faire entrer une nouvelle technologie et comment est-ce qu'ils peuvent participer du début. Merci. Alors, il nous reste seulement quelques minutes et on n'échappera pas évidemment à cette question qui revient à plusieurs reprises, c'est quel est l'impact sur le réseau électrique de la mobilité électrique. Et dans ce contexte-là, j'y ajoute une question stratégique, c'est en termes de priorité des usages de l'électricité dans des pays où une grande partie de la population n'a pas encore accès à l'électricité pour des usages domestiques, quelle est la place de la mobilité électrique? Donc, je vais commencer par vous, Louis, et ensuite nous irons vers Ali à nouveau. Et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si les représentants, donc M. Duval et le directeur de l'ONE sont encore avec nous. N'hésitez pas à intervenir, à me faire signe si vous souhaitez compléter sur cette question. Donc, Louis. Premier, du côté du projet Alima, c'est un pays qui est électrifié et qu'ils ont un surplus d'électricité, l'électricité propre. Alors, avec ça, c'était d'utiliser cette énergie pour pouvoir électrifier les transports. C'est sûr, certain que le transport, la mobilité électrique, est plus efficace que le diesel et que le gaz, étant donné qu'il y a la recharge par frein qui se fait, étant donné que le bus, quand il est arrêté, il n'y a pas un moteur à combustion qui continue à marcher. Alors, c'est de pouvoir utiliser cette technologie pour pouvoir être plus efficace dans le transport et ainsi aussi réduire les émissions de CO2. C'est ce que je pourrais rajouter du côté du Pérou. Donc, Ali, de votre côté, donc, en tant que Maroc, pays d'Afrique du Nord, comment vous voyez cette priorisation de la mobilité électrique et sa réplicabilité dans d'autres pays, dans ce cas d'Afrique subsaharienne, qui, eux, ne sont pas forcément encore en train de pouvoir satisfaire la demande électrique de leur population? Donc, en ce qui concerne le Maroc, nous avons effectivement une demande énergétique qui croît aux alentours de 4-5% par an
et bien sûr qui est satisfaite à 100%. Avec les moyens, nous avons beaucoup de moyens de production, bien sûr du renouvelable qui est en train d'augmenter d'année en année, et des moyens, on va dire, conventionnels pour satisfaire les demandes au niveau de la base, de la pointe, et c'est seulement la pointe qui pose problématique. Donc, si on prend par exemple, c'est-à-dire, bien sûr, on verra à l'issue de l'étude, certainement à travers les recommandations, bien sûr, et à travers l'adhésion de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs, parce que sa réussite, elle est tributaire effectivement de l'implication de tous les acteurs de l'écosystème. Et normalement, une demande, par exemple, si on estime qu'il y aura, par exemple, juste pour 100 000 véhicules, ce qui représente à peu près sur les 4 millions, donc c'est 2,5%, quoi. Donc, si juste pour 100 000 véhicules, si on doit les recharger, effectivement, même avec une borne de recharge lente de 3,7 kW, ça représente 370 MW, qui est très importante, qui n'est pas négligeable. Donc, voire pour 1 million, ça devient 3,7 gigawatts, qui représente peut-être 30 ou 40% de notre système électrique. Donc, effectivement, il y a des efforts à faire qui sont très importants. C'est pour ça que l'ONE est très impliquée, parce qu'elle doit anticiper ces évolutions et ces impacts. C'est vrai que ça va se faire progressivement, effectivement, mais il est question de vraiment d'anticiper ces changements-là et de les intégrer et de prévoir effectivement la satisfaction de ce nouvel usage. Et pourquoi pas en énergie renouvelable, parce que effectivement, ça peut être aussi un levier pour le développement des énergies renouvelables aussi, parce que c'est un nouvel usage qui va apparaître et qui va demander une grande énergie, un grand besoin en énergie. Je pense que si le Maroc réussit ce défi, je pense que ça peut être un modèle effectivement à répliquer au niveau des autres pays africains. Merci. Donc, je me tournerai vers vous. Effectivement, oui, monsieur Duval. Je veux vous vouliez peut-être dire autre chose, mais je vais vous reposer cette question néanmoins dans la réplicabilité donc, de ce type de projet dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Oui, tout à fait. C'est là que j'allais justement. Donc, l'électrification, la beauté de l'électrification des transports, c'est que compte tenu de la performance des véhicules électriques, que ce soit des voitures, que ce soit des 2 roues ou autres, fait en sorte que peu importe la source de production d'électricité, on se retrouve à faire un gain par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, évidemment, avec la tendance qui s'active un peu partout à travers la planète de décarboner les réseaux d'électricité, on favorise évidemment l'électrification, on réduit ces éléments-là. Donc, un des éléments importants dans une perspective subsaharienne, et on en a discuté pas plus tard que la semaine dernière à une conférence au New York Climate Week, c'est l'accessibilité à ces véhicules-là, donc et non seulement les grandes voitures, mais aussi, comme je disais tantôt, les 2 roues, les 3 roues, donc le transport communautaire se fait souvent avec des plus petits véhicules. Il faut être capable d'adapter ces éléments-là et développer aussi des façons de faire pour reformater ou rééquiper les véhicules existants avec des motorisations électriques, ce qui se fait très bien. Bref, quand je parlais en introduction de partenariat, d'alliance, de travailler ensemble par rapport à l'électrification des transports, c'est clairement ce qu'il faudra faire avec des partenaires comme ONE, avec des grands membres du G7. C'est vers là qu'on souhaite aller. Et le défi de l'électromobilité, ce n'est pas un défi seulement des pays du Nord, mais clairement pour tout le continent africain ou tous les pays du Sud. C'est aussi quelque chose qui est probant et qu'on peut commencer à travailler dès maintenant. Donc, je vous invite à continuer à aller dans ce sens, là, et de mon côté, ça ferait un peu ma réponse à votre question. Écoutez, merci beaucoup. Et nous allons terminer par cette intervention, justement. Donc, nous arrivons à la fin de nos discussions. Nous sommes conscients que certaines
questions n'ont pas été répondues en direct, nous ferons un suivi. Ne vous inquiétez pas, nous posterons les réponses aux questions qui n'ont pas été répondues en direct. Nous les posterons sur les sites internet de l'IFDD et du GICEP. Donc, je tiens à remercier chaleureusement les experts pour toutes les idées qui ont été partagées aujourd'hui. Un grand merci également à toute l'équipe mobilisée au sein du GICEP pour la préparation et la tenue de ce séminaire. Donc, je terminerai avec quelques mots sur les prochains séminaires. Donc, du côté du GICEP, un séminaire en ligne se tiendra le 7 octobre, donc dans très peu de temps, qui portera sur l'avenir de la remotisation dans le secteur électrique. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez vous inscrire en vous connectant sur le site du GICEP qui est indiqué ici et que vous avez également reçu à travers le chat à plusieurs reprises. Du côté de l'IFDD, le prochain séminaire se tiendra donc le 14 octobre. Il portera sur l'accès au financement privé pour l'électrification. Il sera réalisé en partenariat avec le Club ER et les inscriptions seront ouvertes très bientôt. Là encore, donc toute l'information et tous les autres séminaires en ligne de l'IFDD sont disponibles sur le site de l'IFDD. Donc voilà, prochaine diapo s'il vous plaît. Je veux tout simplement ici vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.